Ceux qui pensent que Jordan est un homme de paille se trompent. Jordan, c'est quelqu'un qui a une vraie personnalité. Tout le monde peut mesurer à la fois sa précocité et son talent. Mais ce n'est pas un homme de paille, c'est quelqu'un qui a une vraie personnalité. Je pense qu'il va donner un nouvel élan avec toute cette génération qui monte au mouvement. Et on en a besoin parce que les perspectives de pouvoir s'approchent. Philippe Ollivier, bonjour. Merci de nous rendre visite à Boulevard Voltaire. Vous êtes député au Parlement européen, vous êtes conseiller spécial de Marine Le Pen, vous êtes l'un des principaux cerveaux et stratèges du Rassemblement national. Alors, les Français vous connaissent relativement peu, mais vous êtes un rouage essentiel, important, très important au Rassemblement national. Et vous avez cet œil sur les grands enjeux européens, puisque vous siégez donc au Parlement de Strasbourg. Première question, Philippe Ollivier, peut-être pour balayer l'actualité internationale qui est votre quotidien au Parlement. Giorgia Meloni, est-ce que c'est un atout pour la France, cette arrivée subite de ce gouvernement italien? Est-ce que c'est un atout pour l'Europe aussi, ou est-ce que c'est un handicap? Comment est-ce que vous voyez cette nouvelle majeure à l'échelle de l'Europe? Écoutez, c'est un signe extrêmement favorable qui est donné à toute l'Europe. On avait vu la Suède qui a changé de gouvernement avec un gouvernement qui est axé sur une politique très anti-migratoire, ce qui est très nouveau pour la Suède. On a l'Italie, on a la France où M. Macron, qui est très européiste, avait le pouvoir, il ne l'a plus. Et puis on a un certain nombre d'élections qui arrivent comme ça, comme en Tchéquie où notre partenaire est arrivé second aux dernières élections. Et puis en mars-avril, il y aura des élections en Hollande qui peuvent être très favorables. Donc on voit que le paysage politique européen est en train de changer. Pourquoi? Quelles sont les raisons de cette grande mutation qui de fait dépasse largement les frontières françaises? Je crois que c'est le retour des peuples. C'est qu'à un moment, on nous a vendu le mondialisme comme une fatalité, comme une perspective heureuse, et que les peuples se réveillent, et que la parenthèse de la mondialisation heureuse se referme. On voit donc des forces nationales émerger de toutes parts, et je pense que ça annonce pour l'Union européenne une crise majeure, mais que l'on voit d'ailleurs en permanence au sein des institutions. Alors l'Europe, la crise majeure en tout cas en ce moment, c'est quand même la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on finira l'année 2023 sans guerre en Europe au-delà des frontières de l'Ukraine? Vous avez évidemment suivi cette affaire de missiles tombés en Pologne. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un risque d'embrasement de l'Europe? Naturellement, il y a un risque d'embrasement parce que certains vivent cette guerre qui est une guerre localisée comme une guerre idéologique et donc cherchent à mettre de l'huile sur le feu. C'est le cas de Madame von der Leyen qui tient des propos d'un bellicisme enflammé absolument irresponsable. C'est le cas évidemment de Zelensky qui voudrait internationaliser la guerre pour pouvoir sortir par le haut ou par le bas, je ne sais pas, parce qu'une fois que les guerres commencent, on ne sait pas comment elles finissent, mais pour pouvoir être moins seul. On a le souvenir quand même de 1914, où la logique des alliances, les mécanismes de guerre ont entraîné l'Europe et le monde dans une épouvantable tragédie. Marine, qui est très, très inquiète de cette situation, a proposé une conférence pour la paix. Bon, ça n'a pas été retenu, mais je pense que l'idée va faire son chemin, surtout quand on voit un petit peu les errements de communication de M. Zelensky. Mais cette solution diplomatique, elle est proposée un petit peu par tout le monde. Pour l'instant, on voit bien que Macron, qui l'avait proposé très tôt d'ailleurs, patine un peu. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas très écouté des deux parties prenantes. C'est bien dommage. Nous, on a soutenu M. Macron dans ses logiques diplomatiques. Évidemment, il a peu de crédit international. Mais ça tient à son comportement, au fait qu'il est
parfois déloyales. Par exemple, il publie les conversations qu'il a avec des chefs d'État. Et tout ça, ça nuit évidemment à la crédibilité de la France. C'est bien dommage. Mais en tout cas, sa logique d'aller tenter de rechercher une solution pacifique, nous la soutenons. Et est-ce que la France, dans cette affaire, a joué son rôle, d'après vous? Alors oui et non. Alors il y a des propos qui sont très encourageants et très engageants, hein, qui vont vers la paix, et puis il y a des actes, la fourniture d'armes lourdes, etc., qui sont risqués parce que ces actes-là peuvent nous faire rentrer dans le statut de co-belligérant, et ce serait évidemment une catastrophe pour la France. Quelle attitude est-ce qu'on devrait avoir vis-à-vis de Vladimir Poutine? Une attitude ferme. On a condamné l'agression russe, bien évidemment. C'est une violation du droit international, c'est une violation des frontières d'un pays souverain, donc ça doit être condamné de la manière la plus ferme. Après, il faut une politique de sanctions, mais pas une politique de sanctions dont les seules victimes, ce sont les Européens. Parce qu'en l'occurrence, on a commencé une guerre énergétique, mais quand on commence une guerre énergétique alors qu'on n'a pas d'énergie, eh bien, on perd la guerre. Et on est en train de perdre cette guerre, puisque en vendant beaucoup moins de gaz, M. Poutine fait beaucoup plus de bénéfices, et nous, on se retrouve dans une crise énergétique qui est très préoccupante, et derrière la crise énergétique, il y aura une crise industrielle et une crise économique. Alors, on y reviendra. Pour l'instant, on reste encore un peu en Europe, et on part pour la Belgique, avec notre ami l'imam Iqiyoussen, qui y est toujours. Pour combien de temps, on ne sait pas. Est-ce que c'est un échec? Qu'est-ce que ça dit, cette affaire de l'imam Iqiyoussen, parti des grands moulinets du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, et arrivé avec finalement un constat d'échec, ou de demi-échec, ou de trois-quarts échec du gouvernement? Comment est-ce que vous voyez ça? C'est pas très engageant. On voit que déjà, pour expulser une personne, le mal qu'on a. On voit aussi surtout qu'il n'y a pas de volonté politique à l'échelon de l'Europe. La Belgique ne joue pas le jeu, et on voit quand même les autorités françaises qui font preuve d'un amateurisme absolument consternant. Il faut, vis-à-vis de l'islamisme, une politique extrêmement ferme. Il faut considérer que c'est une idéologie ennemie de la France, et elle doit être considérée de cette manière-là, c'est-à-dire que les étrangers qui adhèrent à cette idéologie doivent être expulsés immédiatement, les Français qui la véhiculent doivent être poursuivis pour intelligence avec l'ennemi, et puis il faut en ces matières-là ne pas faire preuve d'angélisme. Mais qu'est-ce qui a raté, on peut dire, dans cette affaire, précisément de manière très concrète? Qu'est-ce que vous changeriez, vous, dans le dispositif légal ou législatif ou judiciaire pour permettre à la France d'être plus efficace sur ce nous, on appliquerait au terrorisme et à l'islamisme une législation de guerre. C'est-à-dire qu'on considérerait que des gens qui adhèrent à cette idéologie adhèrent à une idéologie ennemie. Et donc, ce serait évidemment des procédures différentes, des juridictions différentes, et puis une fermeté très différente. Alors, l'immigration, puisqu'on y est indirectement, est un dossier de plus en plus lourd. Vous aurez noté les propos de M. Collomb. Si je m'étais exprimé avant la présidentielle, mon intervention aurait pu inverser le résultat de cette élection et Marine Le Pen être élue. C'est pourquoi je me suis tu. C'est l'ancien maire de Lyon, ancien ministre de l'Intérieur, qui explique donc que le Rassemblement national avait raison depuis longtemps, peut-être depuis Jean-Marie Le Pen, sans doute. Pourquoi les Français n'ont pas suivi, et comment interpréter cette phrase qui était quand même un peu surréaliste? Monsieur Collomb, il est comme les généraux qui prennent leur retraite. Ils prennent leur retraite, et une fois qu'ils sont à la retraite, ils disent ce qui ne va pas. Donc il a pris sa retraite politique, et une fois qu'il a pris sa retraite, il nous dit ce qu'il a constaté quand il était ministre, et ce qu'il aurait dû faire. Parce qu'un homme politique, il doit agir, c'est son devoir. Les citoyens lui font confiance, il doit être en quelque sorte missionné pour mettre en œuvre de lui-même les mesures qui conviennent. Il ne l'a pas fait, on voit que... Alors on va le créditer d'un certain courage, mais un courage bien tardif. Il aurait fallu qu'il eût ce courage avant.
parce que la situation est catastrophique. Si on voit un petit peu l'évolution, on est entre 300 et 400 000 immigrés nouveaux par an. C'est énorme. On voit que M. Macron, avec SOS Méditerranée et l'Océan Viking, est en train d'ouvrir de nouvelles voies d'immigration et il est en train d'appliquer le pacte d'immigration avant l'heure. Le pacte d'immigration, c'est un pacte qui comprend, européen, qui comprend 3 mesures. 1, la sécurisation des cheminements, donc un pont maritime entre l'Afrique et l'Europe, il est en train de le faire. 2, l'accueil des migrants et leur relocalisation. Le terme est totalement impropre, puisque si on devait les relocaliser, ça voudrait dire qu'on les renvoie en Afrique. Mais leur relocalisation, dans son esprit, c'est les renvoyer dans les campagnes, et M. Macron en a parlé. Et 3, la dissuasion des expulsions, et là, l'Europe est en train de mettre en place le contrôle des États. Donc on voit bien que ce pacte d'immigration est en train de se mettre en place, et que, alors même qu'il n'est pas approuvé, M. Macron est le bon élève de la classe, et le fait par anticipation. C'est extrêmement grave pour la France. Quelles seront les conséquences, et est-ce que les Français peuvent accepter ça, à votre avis? Les conséquences, c'est 70 millions de migrants qui vont arriver. C'est-à-dire qu'on a fait des études pour savoir quelles sont les volontés de migration vers l'Europe. On arrive, mais c'est une estimation extrêmement basse, puisque les nouvelles estimations montrent des chiffres qui sont bien supérieurs. C'est une immigration qui va être une véritable submersion migratoire organisée. Alors c'est le projet des européistes. Les européistes, moi j'ai coutume de dire que pour eux, l'immigration n'est pas un problème, c'est un projet. C'est un projet parce qu'ils veulent construire un homme nouveau, parce qu'ils imaginent l'Europe non pas comme une civilisation, mais comme un grand marché. Et sur le grand marché, plus il y a de consommateurs et plus il y a de producteurs, mieux ça vaut. Et donc on ouvre l'Europe au monde entier. C'est donc une dérive qui est extrêmement inquiétante et qui devrait amener tous les Français et tous les Européens à se mobiliser. Qu'est-ce que l'État doit faire vis-à-vis des ONG? On reste en plein dans ce sujet-là, dans ces ONG complices des passeurs. On a vu ça avec le bateau de Toulon. Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, les ONG, il faut bien comprendre que les ONG, c'est pas Mère Teresa. Ce sont des gens extrêmement idéologisés. C'est par exemple des gens comme Benoît Hamon. Ils font de la politique pratiquement à l'extrême gauche en France. Et une fois qu'ils ont fini de faire de la politique, ils partent dans une ONG qui est subventionnée. Les ONG, d'ailleurs, on les dit non gouvernementales. Mais en fait, on se rend compte qu'elles sont en liaison avec les gouvernements. Elles sont financées pas mal par l'argent public, bien sûr par des dons privés, mais aussi par l'argent public. Et on voit bien, je vous ai parlé du pacte d'immigration, le pacte d'immigration prévoit d'accorder aux ONG pratiquement une immunité judiciaire dans leurs relations avec les passeurs. Et l'Union européenne prévoit de pratiquement leur donner un service public pour le transport des migrants. Donc on voit bien qu'il y a, avec ces ONG, un véritable problème. Il y a un problème parce que, en réalité, ce sont des organisations miroirs des gouvernements ou miroirs de l'Union européenne qui n'osent pas assumer leur rôle et leurs décisions politiques. Donc on fait faire ça au nom de l'humanitaire par des organisations non gouvernementales. Et puis ensuite, il y a tout l'aspect, j'allais dire, pénal, normalement, qui relève des tribunaux. On voit des films qui sont quand même des films de Frontex, qui amènent à se poser des questions sur les rapports entre les passeurs et les organisations non gouvernementales. Vous faites référence à ce petit film dans lequel on voit un bateau chalutier qui amène une barque, etc. Et on voit que tout ça, ça se passe très gentiment. Et que, vraisemblablement, il y a eu des rapports, des contacts extrêmement précis entre les embarcations. Donc, il ne faut pas ignorer les choses, il ne faut pas être naïf. Il y a là, de la part de certains, une vision purement idéologique, parce que s'il y avait simplement une vision humanitaire, quand on recueille des migrants au large de la Libye et qu'on frôle les côtes tunisiennes, on les dépose sur les côtes tunisiennes, or c'est pas ce qui arrive. Est-ce que ces ONG sont hors la loi? Est-ce qu'il faut changer la loi? Non, il faut appliquer la loi. Et si on applique la loi sur le trafic d'êtres humains, et si on applique la loi sur les règles maritimes de transbordement des personnes recueillies en mer, eh bien, il n'y a plus de problème.
Mais moi, je crois qu'il faut surtout mettre en œuvre une grande politique européenne de ce qu'on appelle des cités de réfugiés, les asilia. C'est-à-dire qu'à la périphérie des zones en crise, on crée des villes où les gens s'installent et où les gens peuvent être formés, ils peuvent travailler, et quand leur pays n'est plus en crise, ils retournent dans leur pays. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, un réfugié, alors souvent des réfugiés... C'est ce que font les Ukrainiens. Alors oui, c'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire, mais on pourrait le faire de manière systématique pour l'ensemble des pays en crise. Mais vous remarquerez que ceux qu'on appelle des réfugiés, on les fait venir avec l'idée qu'ils ne retourneront jamais chez eux. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont pas des réfugiés, c'est une migration de peuplement. Donc on ment aux gens, quand on parle de réfugiés, on parle de gens qui vont s'installer définitivement. Si demain il y avait la guerre et que nous, Français, nous soyons obligés de partir, on s'installerait peut-être dans un pays ami, mais avec l'idée d'un jour de revenir chez nous. Là, en l'occurrence, on voit bien que ce sont des transferts de population et qui sont bien sûr quelquefois liés à la guerre. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas dans le lot de véritables réfugiés, mais il y a surtout beaucoup de réfugiés économiques qui sont dans ces bateaux. Oui, et le flux, on le voit bien, est explosif et s'accroît. À partir du moment où on fait un appel pratiquement à la migration, toute l'Afrique, toute l'Asie, tout le Moyen-Orient, tous les pays en crise, et même les pays non en crise, vont venir. 70 millions, vous disiez, le chiffre est impressionnant. Oui, mais ce chiffre, il est en dessous de la réalité. Et quand on l'a sorti, il y a eu un article du Figaro qui disait « Nous, on est plus proche de 210 millions ». Parce que il y a une pression démographique telle dans les pays du tiers-monde que évidemment, l'Eldorado européen semble être une solution toute trouvée. Or, nous ne sommes plus des pays riches, nous sommes des anciens pays riches, avec 5 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres, 3 000 milliards de dettes. La France n'a plus les moyens de cette générosité mondiale. Et est-ce que les frontières peuvent suffire à contenir cette pression migratoire? Pendant 15 siècles, les frontières ont servi à empêcher des entrées qui n'étaient pas souhaitées. Ça s'est fait, or on a détruit les frontières au nom de Schengen, qui n'est pas un traité de contrôle des frontières, qui est un traité de libre circulation. Donc le principe, c'est la libre circulation. Et on nous a dit, mais rassurez-vous, on va contrôler les frontières extérieures de l'Europe. Et donc on a créé Frontex. Et il y a eu une crise récemment où le directeur de Frontex, qui était un Français, qui s'appelle Légéry, a missionné ses collaborateurs pour aider les gardes-côtes, notamment grecs, à repousser des incursions de bateaux de migrants qui étaient totalement illégaux. Il a été sanctionné, il a été obligé de démissionner, et ce qui montre bien que dans l'esprit de la Commission européenne, Frontex, ce n'est pas un corps de garde-côtes, mais une agence d'accueil de migrants. Et donc on voit bien qu'on s'est fait avoir, tous les pays se sont fait avoir, alors nous on était contre, mais la France s'est fait avoir, on a dit ouvrons les frontières intérieures de l'Europe et rassurez-vous, on garde les frontières extérieures. Eh bien pas du tout, on ne garde pas les frontières, et non seulement on ne garde pas les frontières, mais on accueille de manière extrêmement favorable toutes les arrivées qui se font jour. Vous l'avez vu, Colomb exprime l'arrière-pensée de Macron. Macron, évidemment, n'exprime pas sa pensée, il la cache, ce sont des immigrationnistes honteux, donc on ne dit rien, on essaye d'invisibiliser l'immigration. Il y a deux choses qu'on ne veut pas voir dans l'immigration. C'est des gens qui meurent en mer, parce que ça fait mauvais genre, et dans la fable d'une immigration heureuse qui profite à tout le monde, ça ne va pas. Et puis c'est les tanks de Quechua qu'il y a partout, dans toutes les villes. Et donc pour invisibiliser l'immigration, il y a la sécurisation des cheminements et il y a l'accueil obligatoire et la relocalisation. Macron est tout à fait dans ce schéma-là. Et Colomb vient le dire en disant il veut mettre un hotspot à Toulon, alors que normalement il devrait être sur les côtes d'Afrique.
Avec d'ailleurs une coordination avec l'Europe assez étonnante, puisque la relocalisation des migrants dans les campagnes, cette annonce au préfet a été faite quelques jours après que Ursula von der Leyen en ait parlé au niveau européen. Je vous l'ai dit, moi, c'est l'application du pacte d'immigration avant l'heure, comme si la France devait servir de modèle à cette logique immigrationniste. Alors tout ça sont d'excellents sujets pour Jordan Bardella et pour vous aussi, mais pour votre nouveau président, une mesure qui marque un petit peu son arrivée. Qu'est-ce que ça va changer? Alors on va être clair. Alors on va être clair. Sur la ligne, ça ne va pas changer parce que contrairement à ce qui a pu être dit, il n'y a pas de divergence de ligne et que le Congrès n'était pas un Congrès où on a discuté de la ligne. C'est plutôt une nouvelle génération qui arrive aux commandes, et nous on s'en félicite, parce que voir des jeunes de 30 ans, moins de 30 ans, prendre comme ça des responsabilités au sein du parti, c'est la preuve d'une grande vigueur. Il y a aussi le fait que depuis 50 ans, ce ne sera pas une Le Pen ou un Le Pen qui dirige le parti, c'est aussi, je crois, la preuve d'une grande maturité. Alors Marine, évidemment, ne part pas en vacances. Hein. Elle va se consacrer au travail parlementaire, et puis elle va surtout essayer de prendre de la hauteur et de faire de la vraie politique, en laissant à Jordan le soin d'être les mains dans le moteur. Vous nous assurez que ce ne sera pas un schéma à la Poutine-Medvedev? Non, mais il y a une très grande entente politique et même affective entre Marine et Jordan. C'est-à-dire un homme de paille. Non, Jordan, ceux qui pensent que Jordan est un homme de paille se trompent. Jordan, c'est quelqu'un qui a une vraie personnalité. Tout le monde peut mesurer à la fois sa précocité et son talent. Mais ce n'est pas un homme de paille, c'est quelqu'un qui a une vraie personnalité. Je pense qu'il va donner un nouvel élan avec toute cette génération qui monte au mouvement, et on en a besoin parce que les perspectives de pouvoir s'approchent. Quelles seront justement ses premières tâches, ses principaux défis là, à court terme? Alors on a les défis à long terme ou à moyen terme, peut-être à court terme s'il y a une dissolution, c'est d'accéder au pouvoir. Si demain il devait y avoir des législatives, notre objectif ne serait pas d'avoir quelques députés, un groupe ou même le premier groupe, on l'a déjà, mais ce serait d'avoir 289 députés. On a 89, il en faut 289. Et donc c'est déjà un sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'une fois qu'on a le pouvoir, il faut pouvoir l'exercer. Ça veut dire qu'il faut former des gens, ça veut dire qu'il faut les sélectionner. Et bien c'est tout ce travail-là qui va être fait. Travail d'implantation et travail de sélection et de formation. Vaste tâche. Hein. L'affaire Fournas, 2 mots sur l'affaire Fournas. Est-ce que ça a été le baptême du feu pour ce groupe du Rassemblement national dont on louait jusque-là le professionnalisme, le calme dans la tempête, est-ce que c'est une erreur de votre part? Est-ce que c'est une énorme manipulation de la NUPES? Comment est-ce que vous voyez ça de l'intérieur? Rien, c'est un incident d'assemblée comme il y en a tellement. Il faut savoir que, alors moi je suis pas pour les invectives en assemblée. Au Parlement européen, il y a des gens qui disent des horreurs contre nous, on les laisse parler, et puis après, nous, on prend la parole et on leur répond, et ça se passe de manière assez policée. Il y a une culture au Parlement français, peut-être une culture un peu plus révolutionnaire, où il est de bon ton d'invectiver, de couper, ou d'ironiser sur l'orateur. Bon, ça se fait en permanence, hein, et tous les groupes. Fournas, lui, a fait une remarque qui était du sujet, puisqu'on parlait des bateaux, qui a été évidemment manipulé par LFI, et ce qui est emblématique, c'est que LR et Renaissance se sont laissés berner par LFI sur cette affaire, en expliquant que c'était raciste. Alors c'est tellement peu raciste que même le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas sanctionné Grégoire de Fournas pour des propos racistes, mais pour avoir provoqué un tumulte. C'est-à-dire que c'est même pas lui qui a fait le tumulte, il aurait provoqué le tumulte. C'est les autres qui ont fait. On voit bien que c'est une affaire qui est un peu tirée par les cheveux, mais cela dit, sur le fond, la volonté de l'ensemble de nos adversaires, c'était de faire en sorte qu'on ne parle pas du fond. Parce qu'ils veulent faire croire que le fait d'accueillir des bateaux, c'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre alternative. Mais on vous dit ça pour l'Europe, on vous dit ça pour tous les sujets, et on vous dit ça pour l'immigration. Il n'y a pas d'autre alternative que d'accepter les bateaux. S'il y en a d'autres, c'est de ne pas les accepter. Et ils retournent
à leur port sûr d'origine, et c'est ce que nous on demande. Donc on veut que ce débat ait lieu. Mélanie, évidemment, par son refus d'accueillir l'Ocean Viking, a ouvert le débat en Europe. Nous, on va l'ouvrir, évidemment, on veut l'ouvrir en France, parce que c'est un débat très important. Quand est-ce qu'il reviendra dans vos rangs, Grégoire de Fournas ? Ah ben il est là, il a repris son activité. Non, mais il est pas. Il a été privé d'activité parlementaire pendant 15 jours. Sa peine, qui est une peine d'ailleurs complètement déraisonnable, et je vous l'ai dit, d'un point de vue des motifs un peu puérils. Non, il a repris son activité parlementaire. Et si demain il devait y avoir des élections, il retrouverait son investiture, parce qu'il n'a pas, il n'a pas commis de faute à notre égard, peut-être une maladresse, mais pas de faute. Si vous voulez, dans cette affaire, si on avait eu le moindre doute sur le racisme de Grégoire de Fournas, on l'aurait sanctionné. Mais il n'y a pas de racisme, il n'y a pas lieu d'être sanctionné. Alors, Philippe Ollivier, vous passez beaucoup de temps, on l'a dit tout à l'heure, au Parlement européen, qui fêtera ses 70 ans cette année, c'est ça ? C'est aussi l'anniversaire de Maastricht. Alors, c'est le moment peut-être de faire le point sur cette Europe qui est lourde à porter pour la France, enfin vous nous direz. Et en tout cas, est-ce qu'elle a tenu ses promesses, à votre avis ? Alors, vous remarquerez d'abord que les 70 ans ne sont pas tellement fêtés. Ils sont fêtés dans les couloirs du Parlement européen. Il y aura quelque chose mardi, mais c'est vraiment... C'est vrai que l'Europe c'est généreuse en campagne de communication, n'en a pas fait. Et pourtant, elle a les moyens avec notre argent, ouais. Et elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas parce qu'elle n'est pas dans une situation où elle est très valorisante. Elle a promis la prospérité, on ne l'a pas. Est-ce que l'euro a amené du pouvoir d'achat ? Je ne crois pas, personne ne peut le croire. Elle a promis le progrès. On a raté la révolution numérique. Elle a promis la démocratie. Jamais le pouvoir n'a été si lointain. Et quand on voit Madame von der Leyen qui dit à l'Italie, si vous votez mal, vous serez sanctionné financièrement, on n'a pas le sentiment que ce soit une démarche très démocratique. Elle a promis de la solidarité et du social. On a du travail détaché, de la concurrence déloyale, etc. Donc on voit bien que les grandes promesses de l'Union européenne n'ont pas été tenues. Et puis il y avait la promesse de paix. Et on nous disait même, l'Europe c'est la paix, l'Union européenne c'est la paix. Et quand on voit les discours très longtemps. Exactement. Et quand on voit les discours de Madame von der Leyen, on peut douter de cette logique-là. Est-ce que l'Europe n'a pas finalement les défauts d'un grand empire ? Je sais que c'est un thème qui vous est cher. En quoi est-ce que c'est un empire, et en quoi cet empire, s'il existe, serait nocif pour la France ? Alors, vous avez raison de le rappeler, l'histoire du monde, c'est l'histoire des empires et des nations. Alors, avant les nations, les peuples. Il y a des peuples et il y a des gens qui ont une volonté impériale d'imposer un pouvoir qui est un pouvoir de superstructure, un pouvoir supérieur. Alors on a eu des empires plus ou moins brillants. Ce qu'on remarque, c'est que les empires ne durent jamais, parce que c'est toujours les peuples qui finissent par gagner. Et pourquoi l'Union européenne peut être comparée à un empire ? Parce qu'elle coche toutes les cases de la logique impériale. La logique impériale, c'est quoi ? C'est une superstructure, je vous l'ai dit. Alors là, il n'y a pas d'empereur, il y a une espèce d'empire technocratique. Alors l'Union européenne souhaite un empereur, voudrait un président européen. On voit bien l'enjeu. Ensuite, c'est une logique qui amène des gens à administrer des populations. Peu importe les populations, on administre des populations. Et puis on croit dans des vertus supérieures, des vertus qui sont supérieures à la volonté des peuples. Et puis on croit que finalement il y a pour l'empire l'éternité. Et il y a toujours la promesse d'éternité avec un empire. Et puis il y a une extension permanente. Tous les empires cherchent à s'étendre, et quand ils arrêtent de s'étendre, c'est le cas de l'Empire romain, ils s'amollient et finalement ils sont conquis. Et donc on voit bien que si un empire veut continuer, il doit s'étendre en permanence. Eh bien c'est exactement la logique de l'Union européenne, elle s'étend en permanence. Madame Johansson vient d'annoncer qu'on va étendre Schengen à la Croatie, à un certain nombre de pays. Ils sont dans l'adhésion de pays comme le Kosovo, comme l'Ukraine, comme la Turquie. Demain ce sera le Maghreb. Donc on voit bien que leur logique d'expansion, d'autant qu'ils considèrent que c'est un grand marché,
est illimité. On a tout à fait, on est en face d'une entité qui se vit comme un empire, et qui dit empire dit impérialisme. Mais on voit bien que cette extension, en même temps, écrase, mais comme le font tous les empires, vous l'avez très bien dit, comme le faisait l'Empire romain, écrase les nationalités, comment dire, écarte les frontières, etc. Est-ce que, justement, cette logique ne porte pas en elle-même sa fin? Si, certainement. Et regardez, alors vous parliez de l'anniversaire des 70 ans du Parlement, mais l'Union soviétique a duré 72 ans. À un moment, l'Empire s'effondre. Quand il est arrivé au bout de sa logique, et on voit bien que là, on n'a pas la prospérité, on a une crise énergétique, on a une crise de confiance des États, j'en ai parlé, avec la Suède, avec l'Italie, demain avec la France, avec demain la Hollande. Alors je ne parle même pas du Brexit, qui est le signe d'une rupture majeure avec un pays qui était très important. Tout cela sont les signes d'une façade qui se fissure. Mais précisément dans le monde, les grands acteurs sont des empires. La Chine, pas tout à fait vrai. La Russie. Ah non. Justement. Est-ce que, je fais l'avocat du diable, est-ce que l'Europe ne doit pas précisément, pour lutter contre ces grands empires, non, je crois agréger plusieurs nations? Alors je crois justement que toute l'Europe, tout le monde, et notamment le monde émergent, s'organise en États-nations. On voit l'Inde avec Modi, c'est un État-nation. On voit Poutine. Poutine n'a pas une volonté impériale, il n'a pas envie d'envoyer des chars sur les Champs-Élysées. Il a envie, il agit uniquement pour l'international, d'avoir une bande, j'allais dire sécurisée entre l'OTAN et lui. C'est sa vision, c'est pas une vision impériale. Alors par contre, évidemment, la Turquie a une vision impériale. Et rêve d'un nouvel empire ottoman, on le voit. Mais prenez les États-Unis. Les États-Unis sont avec Biden un empire, ont vocation à aller faire la guerre partout. Avec Obama était un empire, mais avec Trump était une nation. Et Trump n'a engagé aucune guerre. Donc on voit bien que la grille de lecture empire et nation permet de voir et de mesurer les volontés éventuelles de conquête des États. Et donc c'est une grille de lecture qui est très intéressante. Mais je pense que ce soit la Russie d'aujourd'hui, l'Inde, le Brésil, ils fonctionnent avec une logique d'État-nation. Le Brésil ne se fond pas dans un grand ensemble sud-américain. Le Brésil reste le Brésil, l'Inde reste l'Inde. Et même la Chine reste la Chine. Et la Chine, alors on dit l'empire du milieu, oui, mais ça c'est nous qui le voyons. La Chine se vit comme une nation. Philippe Olivier, merci infiniment de nous avoir consacré ce moment. On vous retrouve dimanche prochain pour le grand entretien de la semaine prochaine.